I'm very sorry for everybody because I don't speak English well and I don't speak German at all, so I will be obliged to speak in French. And I hope you will get a good translation. And I hope you're ready to hear something not very difficult because I'm a little tired because of yesterday evening. Bon, je continue en français. Alors, je vais vous présenter là le montage complet du film que j'ai présenté pour Ars Electronica, qui est un montage qui dure 21 minutes. Je ne vais pas commencer par ça, je vais vous parler un petit peu des quarks et de l'histoire de ce film. Et je vous parlerai ensuite des projets sur lesquels je travaille. Les quarks, c'est une histoire assez ancienne. Certains d'entre vous qui connaissent bien l'image de synthèse ont déjà vu, il y a plusieurs années, il y a 3 ans à peu près, au moins, le pilote. C'est un projet qui date de 1988. À cette époque, on venait de créer ZA Productions, qui est la société en France qui produit les quarks et qui fabrique les images de synthèse. Et on voulait absolument faire un programme pour la télévision qui soit un programme qui utilise vraiment les outils actuels, qui utilise vraiment les nouvelles technologies. Aussi, rapidement, l'idée d'une série semblait intéressante parce que la série permettait d'expérimenter différentes choses, d'essayer des choses et puis après passer à autre chose. Enfin, bref, de pouvoir corriger le tir, comme on dit en français. Et très rapidement, donc, je suis arrivé à l'idée qu'il serait intéressant de faire une sorte de bestiaire avec des animaux différents et tenant compte du fait que l'outil que je pouvais utiliser, qui était l'image numérique et l'image de synthèse 3D, permettait de faire des choses qui n'étaient pas complètement dans la nature, j'ai décidé de faire donc des êtres vivants qui étaient complètement aberrants par rapport aux lois de la nature, qui étaient extrêmement différents, en contradiction par rapport à ce que l'on connaît. Alors c'était très simple, je décidais de façon un petit peu systématique que il pouvait y avoir des quarks aberrants par rapport à l'espace, des quarks aberrants par rapport au temps, des quarks aberrants par rapport à la pesanteur, des quarks aberrants par rapport à la couleur, à la vision, à la matière, etc. C'était l'idée de départ, c'était très simple. L'idée de départ était encore plus simple puisque j'avais prévu de fabriquer à peu près un épisode par jour. Ça devait être très court, je devais utiliser des techniques très très simples et on ne devait jamais voir les quarks. L'origine du nom vient de la physique, mais le projet n'a rien à voir avec la physique. C'est-à-dire qu'au départ, quarks, ça s'écrivait avec un K bien sûr, comme la particule de physique, dont on suppose l'existence, mais dont on n'a jamais pu vérifier concrètement qu'elle existait. Les quarks, c'était des êtres vivants qui avaient ces mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'ils existent, on suppose qu'ils existent, ils sont logiques, ils sont cohérents, et puis d'un autre côté, on ne les a jamais vraiment observés. Après ça, donc, j'ai commencé à collaborer avec François Schuiten. Schuiten, on dit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un célèbre dessinateur de bande dessinée belge, qui a un travail très très important. Il a fait notamment des bandes dessinées qui s'appellent Le Mur, La Fièvre d'Urbicande, Muraille de Saint-Maurice ou Bruxelles. Enfin, un grand nombre d'albums et qui a travaillé sur beaucoup de longs métrages. Et donc, rapidement, François Schuiten a un univers qui est très proche des quarks, dans la mesure où lui, c'était des villes aberrantes qu'il faisait. Et donc, on a commencé à travailler là-dessus. Et il a tout de suite souhaité que l'on voit les quarks. Ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir représenter des bestioles, alors que pour moi, c'était plus l'aspect logique qui me paraissait intéressant au départ. Bref, au bout de 2 ans, on a réussi à trouver un petit peu d'argent pour faire un pilote. Le pilote a été fait sur PC. Et il a circulé un petit peu partout sur la planète, il a eu quelques prix. Et d'ailleurs, tout le monde croyait que c'était fait sur des stations Silicon Graphics, avec des gros logiciels. C'était fait sur PC avec un logiciel français qui a malheureusement disparu, qui s'appelait Opium, qui
qui n'avait pas pu être vendu aux États-Unis à cause du nom. Et bon, peut-être un logiciel qui marchait assez bien, puisqu'on arrivait à un rendu intéressant. Et on a mis 2 ans, donc, après le pilote, pour trouver l'argent pour faire la série. Et la série, donc, est faite en 35 mm en cinéma, en haute définition. Et elle est constituée pour cette première série de 12 épisodes de 3 minutes. Ce que vous allez voir, donc, est un montage de cet ensemble. Et ça comprend aussi le premier film qui est un remake du pilote. Ce n'est pas le pilote d'origine, mais le pilote, c'est un petit peu l'introduction de la série. Donc on l'a refait pour une certaine homogénéité au niveau de l'image. Maintenant, c'est fait sur Silicon Graphics et essentiellement avec le logiciel Softimage, bien que l'on utilise encore Hopium pour la modélisation. Quelques informations plus précises sur le concept. En gros, la série se présente comme une série de documents scientifiques. C'est un chercheur un peu mystérieux, qui se déclare chercheur en cryptobiologie comparée. C'est une discipline uniquement pour lui. C'est un chercheur donc qui a découvert dans son univers des êtres vivants qu'il a appelés quarks. Vous verrez qu'il a trouvé plusieurs moyens pour les stocker, des boîtes pour les ranger, des lieux un petit peu l'équivalent d'un disque dur, des grands silos pour stocker les images. Il y a une sorte de métaphore de l'image de synthèse qui plane sur toute la série. Ces quarks, ils ont gagné avec le temps une caractéristique intéressante, c'est-à-dire qu'on se rend compte progressivement qu'ils expliquent un petit peu tous les phénomènes quotidiens, accidentels en général, et maintenant on peut à peu près tout expliquer. Quand une lampe éclate, c'est à cause d'un quark. Quand on trouve un objet cassé sans explication, c'est à cause d'un quark. Quand vous avez un problème téléphonique, vous n'avez pas quelqu'un, vous entendez mal au téléphone, c'est probablement un quark. Tous les phénomènes accidentels, tous les problèmes de la vie ont enfin une explication grâce aux quarks. Donc là, vous allez voir l'élastofragmentoplaste, donc qui casse les objets qu'il approche, mais on verra par la suite que comme la plupart des quarks, il a surtout donc un mode de fonctionnement, de camouflage, d'alimentation et de reproduction qui lui est propre. On verra aussi le milléfolio qui vit dans les aspirateurs, le spatiostriata pour lequel il y a des tranches d'espace dans lesquelles il n'existe pas, le spirothermophage qui explique pourquoi il y a des robinets qui goûtent. Vous savez, quand un robinet d'eau goutte, c'est à cause des spirothermophages. Et quand vous avez de l'eau froide en ouvrant un robinet d'eau chaude, si vous avez de l'eau froide au commencement, c'est à cause du spirothermophage. Et c'est très important de savoir maintenant que ces phénomènes-là aussi ont une explication. Vous verrez aussi le mnémochrome qui s'attaque aux peintures de maître, qui prélève les fragments de peinture sur un tableau pour les mettre sur d'autres tableaux. Curieusement, le mnémochrome traite séparément les pigments. Il sépare les pigments rouges, les pigments verts et les pigments bleus, et il se déplace en file indienne sur la toile, ce qui lui permet de garder cette information mnémochrome, hein, il se rappelle de la couleur. Je crois, oui, et il y a l'Electricia donc dans cette série. Nous sommes en train de préparer une suite aux quarks de 40 épisodes où on découvrira le partioscopal extra qui n'est visible qu'à droite. On découvrira le polymorphoproximens qui prend la forme des objets qu'il approche. C'est une sorte de caméléon des formes. On découvrira aussi l'Albertus morphoconfusans. L'Albertus morphoconfusans confond les états de la matière. C'est-à-dire que pour lui, les solides sont liquides, les liquides sont solides. Et c'est comme ça que l'on verra par exemple la femelle passer à travers le verre en faisant des vagues et le mâle marcher sur l'eau en laissant des traces définitives.
Donc maintenant, on va voir la projection, donc ce montage de 21 minutes, et puis je vous expliquerai la suite après. Is it possible to send the tape, please? Nothing can silence me anymore. The Elastofragmentoblast. The key that opened the door to this peculiar new universe. What attracted my attention was the number of objects suddenly and inexplicably breaking. But I was soon to realize that nothing would ever seem natural to me again. Listen. Only after months of painstaking research did I finally observe the first specimen. Though you cannot see it yet, the creature is already there. The detector is scanning for the right frequency. I've got it. There it is. With these images, no one will dare deny the existence of the quarks. What can be its purpose in systematically shattering nearby objects? And why do liquids become solid for an instant before regaining their liquid state? It would take many more close observations before I would better understand the Elastofragmentoblast. "237 objects destroyed in 1 week. If I hadn't sighted the Elastofragmentoblast by chance in my kitchen, I would never have made this discovery. Days and days of research, but it's all become clear. I found it hard to believe that all this destruction was completely gratuitous. Reconstruction of the images in my laboratory left no shadow of a doubt. The Elastofragmentoblast absorbs the substance he attacks. And I would finally understand why the liquids he slices turn solid. But what is he doing here? Clearly, like most males of his species, the Elastofragmentoblast is attracted by curved shapes. Thanks to me, science has taken yet another giant step forward. It was quite early. I was thirsty. I didn't turn on the light, but fortunately, the detector was still on. I'd never imagined I'd find the Elasto here in the bathroom. What was going on? I'd never seen a detector go into such contortions. It was him, all right. But he wasn't alone. When I first saw the other creature, I thought it was a new species. But in fact,
It was the female. Two conclusions could be drawn. One, the elastofibrinoblast is not a hermaphrodite. And two, when he destroys objects, he's actually seeking his other half. This document is highly exceptional. The eternal laws of complementarity have proven universal, after all. Right here on the edge of my bathtub. And this is the fruit. The fruits of their union. Insignificant, just like our tablets or pills. They're here, invisible, omnipresent, the quarks. The Millefolio. All my colleagues would have mistaken it for an object. I was intrigued by the extraordinary endurance of this little creature, battling away in the dim depths of vacuum cleaner pipes. What a Herculean combat against wind, rated force 13 on the Zeta scale. It struggles relentlessly, stubbornly, rebelliously, constantly defying its tragic destiny, the dispersion and dislocation of its entire being. Like him, there are countless Millefolios which daily fight against the housewife's zeal. Thanks to my tireless efforts, we'll finally be able to hear the spine-chilling cry of a Millefolio just before it vanishes for good. Millefolio, modulo iterative genus, species reference 7652137. Consider the specimen booked. Species reference 7652137. Consider the specimen booked. The Spatiostriata. But for a twist of fate, I never have heard of this remarkable entity. Why does a cryptobiologist of my rank get swamped by the most mediocre documents and the wildest conjectures? Yet there was something different about this message. The aeronautics manufacturers were quite right to send their film to me. Their control cameras had recorded a phenomenon which defies all conventional analysis. That thing on the left was no ordinary caterpillar. It was a new quarks. Its locomotion system seems to run counter to all known principles of movement. And yet, ultimately, it's merely a gyroscopic phase incremental translation. So, how should the Spatiostriata be classified? Easy. Its position is quite obvious, between the Cuberoli and the Millefolio. The Quarksian revolution has only just begun. Let's take a closer look at this phenomenon. For the Spatiostriata, the world is traversed by spatial slices, or portions, within which it simply doesn't exist. By comparing all observations gleaned so far, we can confirm the existence of a set of parallel zones from which it is totally absent. In just a few months,
these zones have widened considerably. Each day, the Spatiostriata's vital space is reduced. Its disappearance is now merely a matter of hours. What a frightful drama. What a terrible loss for science. The Reverso Chronocycle. Will I have time to speak about it? The Reverso Chronocycle is perhaps the most astounding quarks to date. I don't know where it comes from or how it acts. All I do know is that when it evolves, time turns inside out, just like a sock. By hours of painstaking research, I was finally able to reconstitute the properties of this odd entity in my laboratory. I should have known it was too short. The spirothermophage. Scientific research is sometimes a painful business. My nerves were completely shattered. 4 different plumbers had already been in, but they were too stupid to understand what was going on. Yet the clues were building up steadily. Today, I have tangible, irrefutable proof. The pipes are inhabited. Look at this unique document. Breathtaking. Only highly precise endoscopic vision will provide further detail. But I haven't had my last word. Mankind will be indebted to me forever. I have finally solved the tap problem. Every time I turned on a hot water tap, cold water came out. The spirothermophage had invaded my entire plumbing network. I began to become acquainted with their secret life. Certain indications allowed me to come up with the first hypotheses on the spirothermophage's shape. I finally managed to obtain a satisfactory representation. What's most amazing is that even though there's no physical contact between the pipes, spirothermophage multiply at an exponential rate.
heat in order to reproduce. Will I have hot water again? The Nemochrome. The art world is still quaking in the aftermath of this discovery. Raphael, Ingres, Géricault, Delacroix, David, de la Tour. All the great masters are threatened. Mankind's cultural heritage is in danger. I first stumbled across this shameful attack in virtual darkness. What could possibly have caused such havoc? What on earth was St. George doing perched on the rump of an Ingres nude? Now I'm fully convinced. Such mischief must have been caused by yet another quark species. Good grief, no respect for anything. Each day has brought its share of damaged works. The world of art is in turmoil. A rational explanation had to be found for this appalling phenomenon. And here's my conclusion. These dramatic events are entirely imputable to the Nemochrome. Thanks to its 3 color channels, red, green, and blue, it absorbs color and restores it elsewhere, on another painting. Thousands of Nemochromes are roaming across the greatest artists' canvases and rigorously weaving their color fields, removing a fragment from one work and placing it on a neighboring painting. The Nemochrome has, in fact, changed my way of looking at painting. For the first time, I feel as though I actually understand art. These strange beings which defy all scientific laws. What's going on? What's happened this time? The light bulb's gone out, but the gnats are still buzzing round. This has to be a quark's prank. But which quarks could it be? The Votophage up to its tricks? Or the Amberophile? Or perhaps the Electricia? The Electricia. That must be it. Nothing's happening on the Paleoquark's side. Good grief. It must come from the zone of the carnal empires. Ah, false alarm. Nothing happening in that direction. It has to be the Electricia. He's behind the flickering bulbs which fizzle out long before their time's up. Inexplicable power cuts. All the Electricia is doing. But where on earth did I put the Electricia? Oh, how silly. It's that blasted
change the fuses. Ouch! I'd better change the batteries while I'm at it. They're here. Invisible. Omnipresent. The quarks. Merci. Je ne sais pas si le micro fonctionne. D'accord, oui. J'espère que vous m'excuserez pour la qualité de la copie. C'est du VHS et c'est une copie d'après du Humatic, donc ça a beaucoup souffert. Donc là, je crois que vous voyez à peu près l'esprit de la série, l'esprit des quarks. C'est quelque chose qui veut être plus qu'un simple programme de télévision. C'est-à-dire qu'il s'agit de mettre en place une sorte de concept pour lequel nous espérons pouvoir faire des déclinaisons, notamment au niveau jeux vidéo. Et aussi, par exemple, des choses aussi simples que les montres, parce que comme vous le savez, on a toujours des problèmes avec le temps, et les montres à quarks devraient avoir un grand succès. Donc nous allons faire une autre série donc, de 40 épisodes. Celle-ci, nous avons mis 1 an pour la faire. Il a fallu 1 an pour faire ça. Je vous rappelle que comme c'est en haute définition et c'est en 35 mm, ça demande quand même un temps de calcul assez considérable. Et à part ça, donc, je souhaitais vous parler, il me reste disons 5 minutes, des projets sur lesquels je travaille, parce que je travaille sur d'autres projets que les quarks, qui sont d'une certaine manière des projets qui sont d'une certaine manière pas sans rapport au niveau de la démarche, mais qui n'ont rien à voir avec des programmes pour la télévision. Il s'agit donc notamment d'un projet d'installation réalité virtuelle qui sera présenté à l'exposition Artifice en France et peut-être dans d'autres lieux, enfin c'est en discussion. Le nom de cette installation, c'est « Dieu est-il plat ?» Et c'est une grande question à laquelle j'espère répondre dans ce cadre. Mais je crois que l'ordre des séquences sur la bande n'est pas celui-ci. Et donc, enfin bon, je vous dis 2 mots sur Dieu est-il plat, et puis je vous dis 2 mots aussi sur un autre projet aussi sur lequel je travaille dans le même sens. Donc, Dieu est-il plat? Le principe est simple. Vous êtes dans un espace qui est un peu comme ce que vous pouvez voir chez Peter Weibel. Est une sorte de pièce carrée avec des briques. Une pièce faite de briques. Vous avez des briques au sol, des briques au plafond, des briques partout. Et quand vous vous dirigez vers un de ces murs, eh bien, ce mur se creuse d'un couloir qui va avancer devant vous au fur et à mesure de votre pas. C'est-à-dire que par votre déplacement, vous allez créer l'architecture. Et si vous changez de direction, donc ce couloir change de direction et on crée une sorte de labyrinthe dans lequel, a priori, il serait impossible de se perdre puisqu'on peut toujours passer, presque pas passer à travers le mur, mais rentrer dans le mur. Mais d'un autre côté, ce mur ayant une épaisseur infinie, on est toujours enfermé dans de la matière. Ce dispositif donc ne fonctionne pas uniquement comme cela. Ce déplacement a un but. Et ce but est une sorte de quête de la représentation de Dieu. Et donc, au fur et à mesure de notre déplacement, on va pouvoir découvrir des représentations de Dieu puisées dans différentes cultures. En général, des images, très souvent planes. Donc, au fur et à mesure, il va y avoir une sorte de progression selon le temps que vous passez dans le dispositif. Et il y a un mode d'approche, disons, des images qui sera déterminé, mais je ne pense pas que ce soit utile de tout dévoiler là. Je préférerais que vous essayiez la chose dès que ça sera fini.
Donc je vais vous montrer quelques images là-dessus, et je travaille aussi sur un autre projet qui s'appelle Le Livre, qui est un hommage à Borges. C'est une sorte, un peu en référence à la bibliothèque de Babel. C'est une sorte de labyrinthe. Le labyrinthe est constitué de pièces octogonales, et les pièces sont reliées entre elles par des couloirs. Chaque pièce a 4 murs sur lesquels il y a du texte écrit, un assemblage aléatoire de lettres. Sur les 4 murs. Les 4 autres murs sont constitués d'un couloir qui se dirige vers d'autres pièces. C'est-à-dire, j'ai un mur de texte, un couloir qui descend vers une autre pièce, un mur de texte, un couloir qui monte vers une autre pièce, un mur de texte, un couloir qui descend vers une autre pièce. Sur le mur, donc les textes sont faits de façon aléatoire, mais en traitant des textes existants, on s'arrange pour que la probabilité d'apparition de mots dans une langue donnée soit plus importante. C'est-à-dire qu'on respecte la probabilité de tomber sur des mots de 2 lettres, 3 lettres, 4 lettres, 5 lettres, 10 lettres, 15 lettres, etc., les espaces, la ponctuation, etc., propres à une langue. Donc on peut choisir la langue à l'entrée. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous circulez donc dans cet espace, vous pouvez choisir un élément de texte, quelques lettres, un mot, et ça vient se rajouter à un texte collectif qui se trouve sur un des 4 murs. Un des 4 murs, c'est un texte où les mots puisés dans les autres textes sont assemblés. Et chaque visiteur donc vient compléter ce texte qui est ensuite imprimé sur papier. Mais c'est un texte qui continue à se rédiger à l'infini. Donc on peut montrer quelques images. We can put the tape, please. Donc voici, ça c'est le livre. Bon, là c'est juste, c'est pas le système temps réel, c'est une simulation en 3D, hein, pour vous montrer le principe. Donc le couloir, on descend dans une autre pièce identique. Dès qu'on revient dans la pièce précédente, les lettres sont toutes différentes, parce que ça se renouvelle constamment. On n'a aucun repère. Le seul repère, c'est qu'un des 4 murs qui aura une couleur différente sera le mur où est inscrit le texte collectif, le texte commun. Et on peut continuer des phrases commencées par d'autres. Voilà, alors les probabilités sont telles que finalement on tombe, disons, il y a 2 mots par pièce peut-être reconnaissables. Ensuite, on doit avoir sur cette bande une simulation. Non, on peut continuer, je pense. Is it possible to see the following tape? Donc, ensuite, on voit un petit peu le type d'ambiance dans lequel on sera pour Dieu est-il plat? En haut. Voilà. Là, on ne voit pas l'avancée. Le couloir est déjà fait. Donc, c'est une texture de mur. Et on pourra revenir sur les parties de couloir existantes. Là c'est bon, c'était juste un test pour voir l'atmosphère générale. Non, il n'est pas question d'aller à cette vitesse-là. Mais il y aura un rapport entre la vitesse de déplacement et ce que l'on voit au niveau des images. Ça, c'est la pièce de départ, vous voyez, avec des briques autour, et des briques en haut, et des briques en bas. Non, si on peut accélérer, parce qu'il y a une autre... Voilà, il faudrait revenir. Is it possible to go back, please? To rewind? C'est très court. Là, on voit 3 images. Normalement, on en verra moins à la fois. Vous voyez, les images circulent dans l'espace et parfois on tombe dessus et on les rencontre. Donc, alors, il y a une autre séquence où la vitesse est plus adaptée et le nombre d'images aussi.
Voilà. Donc là, c'est vraiment une simulation 3D qui n'est pas très bonne pour montrer le percement. Hein, ce sera fait par opération booléenne. Le mur bougera, il ne sera pas comme ça, comme une image qui avance. Hein. Et vous voyez, là, on voit des images, des fois sur le côté, et si on se dirige vers elles, on va changer la direction du couloir. Le mur devant sera un peu plus loin. Là, il est trop près. Il est trop près de nous, il faut qu'il y ait une certaine profondeur. Et quand on est intéressé par une image, si elle est sur le côté, on peut choisir d'aller dans sa direction pour la voir mieux. Voilà. Mais je pense modifier le fait que les images s'approchent ou s'éloignent du spectateur en fonction de son déplacement. Et il sera certainement question de vent. Un des buts de ce projet, c'est de mettre en relation le fait que quand on fait de l'image de synthèse, on crée des mondes, tout le monde le sait, et souvent les auteurs d'images de synthèse se prennent un peu pour des dieux. Vous savez, je décide de faire une terre, je mets un soleil, je mets l'eau, le ciel, les nuages, et je mets des êtres dedans auxquels exactement la forme que je veux donner. Ce côté comme ça, un petit peu démiurge, est aussi un petit peu ridicule. Et la réalité virtuelle, c'est un espace, une sorte de grand espace vide dans lequel il semblerait que l'on puisse tout faire et en même temps, c'est totalement immatériel. Comme l'histoire de l'art est très étroitement liée à la représentation, aux représentations divines, au sacré, ça me paraissait intéressant de mettre en évidence le fait que l'on a travaillé très longtemps à plat, que là on travaille dans un espace qui tient compte de la profondeur, du temps, mais qui est en même temps totalement immatériel. Donc faire quelque chose qui ressemble un petit peu à un jeu, mais qui en même temps, puisque vous voyez les briques ici sont en référence aussi aux jeux vidéo, ça ressemble un petit peu à un jeu et c'est en même temps une espèce de quête parodique d'absolu. Il faut savoir que ce travail a un pendant, un deuxième volet qui s'appelle, donc celui-ci s'appelle Dieu est-il plat et l'autre s'appelle Le diable est-il courbe. Le diable est-il courbe, c'est le même dispositif, mais à la place du mur de briques, puisque j'avais pris des murs, une sorte de sous-sol infini pour la quête de l'image de Dieu, pour le diable c'est le ciel. C'est bien bleu et il y a quelques nuages blancs dans cette matière qui donnent bien l'impression que nous avons une sorte de ciel paradisiaque. Et on va se déplacer comme ça, on va creuser des couloirs comme ça dans le ciel, comme si c'était une matière solide et on découvrira dedans des formes en volume cette fois, non planes, et des formes en général liées à la séduction. Tout ce qui peut être en volume est lié à la séduction. Vous savez, ce qui motivait l'élastofragmentoplastes tout à l'heure, les formes courbes. Voilà. Donc il y aurait un rapport comme ça entre le diable, les formes courbes et la séduction. Étymologiquement, il s'agit bien de détourner, de prendre une trajectoire courbe aussi. Voilà. Et puis, je pense que, enfin, je ne sais pas, si vous avez des questions par rapport à ça ou par rapport à d'autres projets, maintenant je suis prêt à répondre. Et s'il n'y en a pas, c'est parfait. Je vous remercie donc de votre attention et je passe la parole au suivant.